Je suis arrivée chez les Moreau un mardi d'automne, vêtue d'un manteau trop grand et d'un silence encore plus large. J'avais 4 ans, une peluche délavée sous le bras et des souvenirs que personne ne voulait vraiment connaître. Gérard m'a accueillie comme on accueille une promesse incertaine, avec douceur, mais aussi avec une forme de prudence. Il m'a souri, m'a soulevée dans ses bras et m'a dit que j'étais chez moi. Claire, sa femme, était plus réservée, mais elle a pris ma main avec cette chaleur contenue que j'ai appris à reconnaître chez elle avec le temps. Elle n'était pas expansive, mais elle était présente. Et c'était déjà beaucoup, pour une enfant comme moi. La maison de Lyon était ancienne, majestueuse même, avec son escalier en bois qui craquait sous les pas et ses murs recouverts de tableaux de famille. Très vite, j'ai compris que ces visages dans les cadres ne me ressemblaient pas. C'était une galerie de regards froids et lointains, des ancêtres silencieux qui semblaient me jauger à chaque passage. Mais Gérard était là pour compenser. Il me lisait des histoires chaque soir, me laissait dessiner sur ses documents, m'amenait au parc les dimanches. Il disait toujours que le sang ne faisait pas la famille, que l'amour suffisait. J'y ai cru. Longtemps. Julien, son fils né d'un premier mariage, était adolescent quand je suis arrivée. Il ne m'a jamais rejetée, mais il ne m'a jamais vraiment intégrée non plus. Il m'observait comme on observe une plante exotique, avec une curiosité distante, sans méchanceté, mais sans affection non plus. Quand il a rencontré Camille quelques années plus tard, j'avais 9 ans. Elle avait ce regard perçant et ce sourire qui ne montait jamais jusqu'aux yeux. Dès notre première rencontre, j'ai senti qu'elle ne m'aimait pas. Ce n'était pas une simple indifférence. C'était une forme de rejet actif, comme si ma présence était une tache sur son image de la famille parfaite. Camille ne disait jamais rien de frontal. Elle ne criait pas, ne m'insultait pas. Elle laissait juste traîner ses remarques. Tu sais, dans certaines familles, on garde les choses entre vrais membres. Ou encore, Gérard est gentil. Il a toujours eu ce côté un peu compatissant. Elle plantait ses mots, comme des aiguilles, avec précision, et je les emportais avec moi la nuit. Mais Gérard était toujours là pour me relever. Il me disait que j'étais sa fille, sa fierté. Alors je me construisais autour de cette vérité. Quand Gérard est tombé malade, tout a changé. D'abord imperceptiblement, il sortait moins, écrivait plus, regardait le vide plus souvent, puis plus brutalement. Les rendez-vous médicaux, les traitements, les silences entre lui et Claire. J'essayais de rester forte, de l'aider, de le faire rire. Il me disait souvent que j'étais son soleil dans les jours gris. Mais même le soleil ne peut rien contre la maladie. Il est parti un matin de décembre, sans bruit, dans son sommeil. Claire m'a réveillée en larmes. Julien est arrivé en fin de matinée. Camille, toujours parfaitement maquillée, semblait plus agacée que triste. Le jour de sa mort, j'ai senti un basculement. Comme si son départ avait libéré quelque chose que tout le monde retenait jusque-là. Les regards ont changé. Camille ne faisait plus semblant. Julien s'occupait des démarches sans me consulter. Claire s'était retirée dans un mutisme protecteur. Et moi, j'étais là, assise sur le bord du canapé, à me demander si je venais aussi d'enterrer ma place dans cette famille. On annonça que le notaire lirait le testament dans 1 semaine. Ce mot, testament, est resté coincé dans ma gorge. Je ne pensais pas à l'argent. Je voulais juste une reconnaissance. Une preuve qu'il ne m'avait pas oubliée dans ses dernières volontés. J'avais peur. Peur qu'on dise que je n'étais pas vraiment sa fille. Peur qu'on efface ce que j'avais été pour lui. Peur que les années passées ensemble soient soudain réduites à un simple acte d'altruisme, et non à un véritable lien de père à fille. Pendant cette semaine, la maison était pleine de murmures et de non-dits. Claire évitait mon regard. Julien passait ses journées au téléphone. Camille s'installait dans le fauteuil de Gérard comme si elle y avait toujours été. Moi, je me réfugiais dans le bureau vide de mon père. Je caressais les reliures de ses livres, je m'asseyais à son bureau, j'ouvrais les tiroirs à la recherche de quelque chose. Je ne savais même pas quoi. Une lettre, une photo, une preuve, peut-être seulement une trace de moi dans ses papiers. Chaque soir, je m'endormais avec l'image de lui me disant « Tu es ma fille ». Mais plus les jours passaient, plus cette phrase perdait de sa consistance. Elle devenait une bulle fragile,
prête à éclater au moindre mot de Camille. Et le pire, c'était ce silence. Ce silence collectif. Ce refus de me parler directement. Comme si j'étais une étrangère dans une maison que j'avais pourtant aidé à remplir de souvenirs. Comme si mon existence entière dépendait désormais d'un document enfermé dans une enveloppe cachetée, dans le tiroir d'un notaire. Je n'étais jamais assez. Pas assez moraux, pas assez légitime, pas assez réel. Même après toutes ces années, je n'étais encore, pour certains, que l'enfant recueilli, l'enfant qui devait se contenter de ce qu'on lui avait donné. Mais moi, je voulais plus que de la gratitude. Je voulais une place, une vraie. Le jour de la lecture du testament n'était pas encore arrivé, que l'atmosphère dans la maison était déjà saturée de tensions invisibles. Chaque regard échangé portait un sous-entendu. Chaque silence résonnait comme un jugement. Camille, plus que jamais, semblait flotter dans les pièces avec une assurance presque théâtrale, comme si tout ce qui l'entourait lui appartenait, déjà. Claire, toujours enfermée dans un mutisme profond, errait entre les pièces, un foulard noué autour du cou comme un geste de défense. Julien, quant à lui, se faisait rare. Il sortait souvent, prétendait avoir des rendez-vous à la banque ou avec l'avocat, mais revenait toujours plus fatigué, le regard fuyant. Ce matin-là, nous étions tous réunis dans le salon, autour de la grande table ovale. La cafetière fredonnait doucement dans la cuisine, et l'odeur du pain grillé n'arrivait pas à couvrir la froideur des conversations. Personne ne parlait vraiment. Camille feuilletait un magazine qu'elle ne lisait pas, ses yeux lançant des éclairs dès que les miens croisaient les siens. Claire fixait le vide, les doigts entortillés sur une serviette de table. J'étais là, droite, les mains posées à plat sur mes genoux, tentant de garder une posture digne, malgré la nervosité qui me tordait le ventre. Et puis, sans prévenir, Camille a posé le magazine sur la table avec un bruit sec, comme une gifle. Elle s'est tournée vers moi, le visage figé dans une expression de mépris pur. Il serait peut-être temps d'arrêter cette mascarade. Non, je n'ai pas compris tout de suite. Personne n'a réagi. J'ai cherché le regard de Julien, mais il s'est détourné. Claire a serré sa serviette un peu plus fort. J'ai murmuré à mi-voix. Quelle mascarade! Camille s'est levée. Sa voix s'est faite plus forte, tranchante comme une lame. Tu n'es même pas de la famille. Tu n'as pas le nom. Tu n'as pas le sang. Arrête de faire, comme si tu étais une Moreau. J'ai senti mon cœur rater un battement. Une seconde de silence absolu a suivi ces mots. Pas un bruit, juste ce vide monumental. Personne n'a pris ma défense. Pas Julien, pas Claire. Ils sont restés là, figés, incapables, ou peut-être peu désireux, d'intervenir. Camille, a murmuré Julien, mais sans conviction. Elle a levé la main pour l'interrompre. Non, il faut dire les choses. Gérard a peut-être été généreux, compatissant, mais cette générosité ne fait pas d'elle une Moreau. Elle est ici par pitié. C'est tout. Je me suis levée, mes jambes tremblaient, mais ma voix est sortie claire, malgré la boule, dans ma gorge. Il m'a adoptée, légalement. J'ai grandi ici. C'est ma maison aussi. Elle a éclaté de rire. Un rire sec, sans chaleur. Tu crois qu'un papier change quelque chose? Que tu peux réécrire l'histoire avec un acte notarié? Ce que tu es, Manon, c'est une intruse qu'on a tolérée. Rien de plus. Je me suis tournée vers Julien. Son regard fuyait le mien. Il n'a rien dit. Pas un mot. Claire, elle, s'est levée lentement et sortie du salon sans un bruit. Et moi, je suis restée là, plantée au milieu de la pièce, humiliée, désarmée. Ce n'était pas la première fois que Camille me blessait, mais c'était la première fois qu'elle le faisait devant tout le monde, sans retenue, sans filtre. Et c'était aussi la première fois que je me rendais compte que le silence des autres faisait plus mal encore que ses mots. Ce silence les liait à elle. Ce silence disait « Elle a peut-être raison ». Je suis montée dans ma chambre. Chaque marche de l'escalier résonnait comme une cloche de fin de partie. J'ai fermé la porte, me suis assise au bord du lit et j'ai laissé les larmes couler. Pas parce que je croyais ce qu'elle avait dit,
mais parce que je venais de perdre quelque chose que je ne pourrais jamais récupérer, l'illusion que j'avais une place inébranlable dans cette famille. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi. Une confiance profonde, une croyance forgée depuis l'enfance, celle que l'amour adopté pouvait être aussi solide que le sang. Peut-être que Gérard y croyait. Peut-être qu'il m'aimait vraiment comme une fille. Mais il n'était plus là. Et les vivants, eux, semblaient prêts à me rayer de l'histoire. Je me suis promis ce soir-là de ne plus jamais implorer l'amour de ceux qui choisissaient le silence quand l'injustice se dressait devant eux. Je ne savais pas encore comment, mais je savais que je devrais me battre. Non pas pour un héritage matériel, mais pour ce que Gérard avait voulu que je sois, sa fille. Le matin suivant cette scène déchirante dans le salon, la maison semblait plus froide encore. Le soleil perçait à peine les rideaux lourds, et l'air portait cette lourdeur silencieuse qui suit les conflits non résolus. Je m'étais réveillée tôt, le cœur serré, l'esprit encore englué dans les paroles de Camille. « Tu n'es même pas de la famille ». Cette phrase tournait en boucle dans ma tête comme une chanson obsédante. J'avais espéré que le sommeil me libérerait de son poids, mais il n'avait fait que me le rendre plus réel. Je descendis à la cuisine avec l'intention d'éviter tout contact. Mais à peine avais-je posé les pieds sur le carrelage que j'entendis Julien au téléphone dans le bureau, la porte entr'ouverte. Sa voix était tendue, nerveuse. « Oui, maître, nous serons là lundi prochain. Oui, j'ai bien reçu votre confirmation. Et les clauses spéciales ? Très bien. Je comprends. Non, elle ne sait rien. » Il raccrocha sans même remarquer ma présence. Je restais là, figée, l'oreille en alerte. Elle ne sait rien. Il parlait de moi, c'était évident. Des clauses spéciales, une confirmation, et un silence autour de tout cela. Le testament n'était pas seulement une formalité. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose de caché, d'important, et manifestement, on avait décidé de me tenir à l'écart. Quelques heures plus tard, autour d'un déjeuner silencieux, Julien s'éclaircit la gorge et annonça d'un ton neutre « Le notaire a confirmé. La lecture du testament se fera lundi prochain, à 11h du matin. Nous irons tous, ensemble. » Je hochai la tête, essayant de dissimuler l'orage qui grondait en moi. Camille, assise en face de moi, ne détourna pas les yeux. Elle me fixait avec une expression de supériorité tranquille, comme si elle savait déjà quelque chose que j'ignorais. Claire, fidèle à elle-même depuis la mort de Gérard, ne prononça pas un mot. Elle picorait dans son assiette sans appétit. Après le repas, je montai à l'étage et retournai dans le bureau de Gérard. C'était le seul endroit de la maison où je me sentais encore liée à lui. Je m'assis à son bureau, caressai la surface en bois patiné et respirai l'odeur de cuir, d'encre et de poussière. J'ouvris un tiroir au hasard, feuilletai quelques papiers. Rien de particulier. Je ne cherchais pas vraiment quelque chose de précis, juste une trace, un indice, une preuve que je comptais. Je tombai sur une enveloppe vierge contenant une photo de nous deux, prise un été sur la côte bretonne. Il avait son bras autour de mes épaules, je souriais à pleines dents, les cheveux en bataille. Derrière la photo, au dos, il avait écrit, d'une écriture ferme, « Ma fille, mon trésor ». Ces mots me bouleversèrent. Ils confirmaient ce que je savais dans mon cœur, mais que le monde autour de moi s'efforçait d'effacer. En bas, Camille téléphonait à voix haute. Sa voix portait dans toute la maison, volontairement. J'en étais sûre. Non, elle ne sera pas incluse. Julien m'a dit que Gérard avait pris des dispositions spécifiques. Bien sûr. Elle n'a pas de lien de sang. Le notaire ne pourra rien y changer. Le sang, c'est ce qui compte. Je serrai la photo entre mes doigts. Ce mot revenait sans cesse, comme une arme. Le sang. Comme si le sang était la seule preuve d'amour. Comme si les années vécues ensemble, les rires, les blessures pensées, les anniversaires, les repas, partagés, n'avaient aucune valeur. Les jours suivants passèrent dans une tension constante. Camille circulait dans la maison avec une assurance croissante, presque triomphante. Elle donnait des ordres à la femme de ménage, faisait déplacer des meubles,
demandait à Julien s'il comptait garder le bureau ou le transformer en salle de lecture. Chaque geste était une provocation. Julien, lui, semblait prisonnier entre deux mondes. Il évitait mes questions, répondait vaguement. J'essayais un soir, timidement. « Tu sais ce que le notaire va dire ? Tu sais s'il y a des choses que papa a prévues pour moi ?» Il baissa les yeux, passa une main dans ses cheveux et murmura « Gérard a laissé des instructions particulières. Je ne peux pas t'en dire plus. Ce sera clair lundi. Tu veux dire que tu sais déjà ce que contient le testament ? Tu as lu quelque chose ?» Il secoua la tête. « Non, mais il m'a parlé, avant. Il m'a dit qu'il avait organisé les choses et que le notaire suivrait ses souhaits. Je compris alors que tout avait déjà été décidé, que chacun, autour de moi, connaissait une partie de l'histoire à laquelle je n'avais pas accès, et que je n'étais pas seulement tenue à l'écart. J'étais tenue dans l'ignorance, volontairement. Je passais les jours suivants à repenser à chaque moment avec Gérard, chaque mot qu'il avait pu dire qui aurait pu me guider, me préparer. Mais il n'avait jamais abordé le sujet du testament avec moi. Jamais parlé d'héritage. Peut-être parce qu'il pensait que l'amour suffisait. Peut-être parce qu'il n'avait pas imaginé que les autres le contesteraient. Mais maintenant, je voyais clair. La guerre ne se ferait pas seulement autour des biens. Elle se ferait autour de ma légitimité, de mon existence même. Et tout le monde semblait déjà prêt au combat. Sauf moi. La veille de la lecture du testament, un dîner fut organisé à la maison. C'était Julien qui avait insisté pour ce moment en famille, comme un prélude à ce qui devait être, selon ses mots, une transition digne, respectueuse des volontés de papa. Camille, bien sûr, avait pris en charge l'organisation. Elle avait ordonné des plats chez un traiteur réputé, sorti l'argenterie familiale, fait disposer des bougies comme pour une fête. Pourtant, rien dans l'air ne respirait la célébration. C'était un enterrement social. Le mien. Vers 7 heures du soir, la maison se remplit de murmures et de pas précipités. Claire, fidèle à son absence d'émotion depuis la mort de Gérard, se tenait en retrait. Elle aidait mécaniquement à dresser la table, répondant à peine aux tentatives de conversation. Moi, j'errais dans les couloirs, incertaine. J'avais enfilé une robe sobre, noire, discrète. Une robe que Gérard aimait, parce qu'il disait qu'elle me donnait un air de roman français. J'aurais voulu que cette soirée se passe dans le calme, malgré les tensions. Mais j'avais sous-estimé le poison que Camille distillait avec tant d'élégance. La table était dressée dans la salle à manger, autour d'un immense centre de table florale que Camille contemplait avec fierté. Des assiettes blanches, des verres à pied, des couverts parfaitement alignés. J'entrai dans la pièce en silence, m'apprêtant à prendre place, quand sa voix coupa l'air net, tranchante comme un couperet. Non, pas ici. Je me figeai. Tout le monde tourna les yeux vers elle. Elle me désigna d'un geste sec, sans même me regarder. « Ce n'est pas ta place, Manon. La table principale est pour la famille proche. » Un frisson de glace parcourut ma colonne. Je regardai Julien, cherchant du secours. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Claire leva brièvement les yeux, mais ne dit rien non plus. Personne ne disait jamais rien. J'étais seule dans une pièce pleine de gens. « Tu peux t'installer dans la cuisine », ajouta Camille avec un sourire fin, comme si c'était une faveur. « On t'apportera une assiette. » Je n'ai pas répondu. Pas un mot. Je n'en étais pas capable. Mes jambes me portèrent machinalement jusqu'à la cuisine, comme si mon corps avait appris à obéir à l'humiliation sans protester. Je m'assis à la petite table en bois, près de l'évier. La lumière était plus dure, le silence plus pesant. On entendait les rires étouffés de la salle à manger, les tintements des couverts. J'étais de retour à mon point de départ. Une enfant en trop, dans une maison trop pleine. Une servante m'apporta une assiette avec un petit regard désolé. Elle savait. Tout le monde savait. Mais le savoir ne suffisait pas à rendre les choses plus justes. Je mangeais lentement, seule, tentant de retenir mes larmes. Chaque bouchée avait le goût de la honte, de l'effacement, comme si on m'effaçait physiquement de la table, du cercle, de la mémoire même de cette famille. Le plus cruel n'était pas l'exclusion, mais sa banalité.
On agissait comme si c'était normal, comme si cela allait de soi. Après le repas, alors que je débarrassais mon assiette, Julien entra dans la cuisine. Il avait l'air gêné, presque coupable. Il resta un instant debout, puis s'assit en face de moi, sur la chaise encore chaude de ma solitude. « Je suis désolé, » murmura-t-il. Je le fixai, incrédule. « Désolé, c'est tout ce que tu as à dire ?» Il baissa les yeux. « Camille, elle est tendue, elle veut juste que tout se passe bien demain. En me faisant manger dans la cuisine? En me traitant comme une domestique? » Il soupira. Je ne voulais pas de conflit. Pas ce soir. Je me levai brusquement. Ma voix tremblait, mais elle portait une colère que même moi je ne me connaissais pas. Et moi? Tu penses que c'est facile pour moi? Tu crois que c'est sans conflit ici? Pour moi? Depuis toujours? Il voulut parler, mais je l'arrêtai d'un geste. Tu aurais pu dire un mot, un seul. Mais tu n'as rien fait, rien dit. Comme toujours. Je quittai la cuisine, les poings serrés. Je montai dans ma chambre sans croiser personne, pas même Claire, qui s'était sûrement réfugiée dans sa chambre, fuyant une fois encore toute forme de confrontation. Dans ma chambre, je me laissai tomber sur le lit. J'aurais voulu hurler, casser quelque chose, mais je n'en avais pas la force. À la place, je me repliai sur moi-même, comme l'enfant que j'étais autrefois, celle qui avait appris très tôt que l'amour pouvait être conditionnel. J'avais oublié cette leçon pendant quelques années, bercée par l'illusion d'une famille. Mais Camille me l'a rappelé brutalement, à chaque geste, à chaque mot, à chaque humiliation publique. Ce soir-là, j'ai compris que la bataille ne serait pas juridique, ni patrimoniale. Elle serait identitaire. Elle mettrait à l'épreuve ma dignité, ma mémoire, mon droit d'exister dans l'histoire de cet homme que j'appelais père. Et j'ai juré que, quel que soit le contenu du testament, je ne laisserai plus personne me reléguer à la cuisine. Le lendemain du dîner, je me réveillai avec les traits tirés et la bouche sèche. La nuit avait été peuplée de souvenirs, d'images floues de Gérard me tenant la main, me lisant des contes inventés, ou me berçant dans ce fauteuil en cuir au fond du bureau. Mais dès que mes yeux s'ouvrirent, la chaleur de ces images s'évapora, remplacée par la réalité. Brute, aujourd'hui, le testament serait lu. Aujourd'hui, je saurais si mon père avait eu le courage d'écrire noir sur blanc que j'étais bien sa fille. La matinée s'étira dans un silence tendu. Camille, toujours impeccable, circulait comme une maîtresse de maison assurée de son triomphe à venir. Julien, en chemise blanche, évitait mon regard. Claire ne quitta pas sa chambre. Moi, je restais dans la mienne jusqu'à 10h30, assise au bord du lit, une enveloppe vierge à la main, celle qui contenait la photo dédicacée par Gérard. C'était peu, mais c'était une preuve, une encre. Mais une part de moi refusait de rester passive. Je descendis, à pas feutrés, en direction du bureau. Il me fallait retrouver quelque chose, un mot, un indice, une signature, quelque chose de plus tangible que mes souvenirs ou les sourires de jadis. Je voulais entrer dans la pièce une dernière fois avant de rejoindre le notaire. Comme un pèlerinage, comme une tentative désespérée de sentir encore la présence de Gérard. En fouillant une fois de plus les tiroirs du bureau, je tombais sur une boîte à lettres en bois verni, cachée derrière une pile de dossiers. Elle était fermée, mais non verrouillée. Quand je l'ouvris, une odeur de papier ancien et de lavande s'en échappa. À l'intérieur, plusieurs lettres rangées avec soin, classées par date, la plupart adressées à des amis, des collègues. Mais l'une d'elles attira mon attention. Elle était glissée dans une enveloppe crème, scellée, sur laquelle on pouvait lire d'une écriture nette « À remettre au notaire, à l'attention de Maître Duclos, testament personnel ». Mon cœur accéléra. Je ne savais pas si j'avais le droit de la lire. Mais quelque chose en moi, la rage, la douleur, la nécessité, prit le dessus. J'ouvris l'enveloppe. Mes mains tremblaient. À l'intérieur, une lettre manuscrite.
Signé de la main de Gérard. Une déclaration. Intime, précise, irréfutable. Cher maître Duclos, je vous prie de bien vouloir intégrer cette lettre à mon dossier testamentaire. Il est important, à mes yeux, que certaines choses soient dites en des termes simples, humains, au-delà des formulations juridiques. J'ai une fille. Elle s'appelle Manon. Elle n'est pas née de mon sang, mais elle est née dans mon cœur. Un matin d'automne, quand elle a posé sa main minuscule dans la mienne sans dire un mot, elle m'a choisi. Je l'ai choisie. Elle m'a donné plus de bonheur que je ne saurais dire. Ce que je lègue à Manon dans mon testament n'est pas un acte de charité, mais un acte d'amour et de justice. Elle a été ma fille dans la vie. Elle doit être reconnue comme telle après ma mort. Je vous remercie de faire respecter mes volontés. Gérard Moreau. Je relus la lettre plusieurs fois. À chaque mot, une larme nouvelle coulait. Ce n'était pas seulement un document. C'était une déclaration d'amour, une preuve ultime que je n'avais pas rêvé, que les années passées à ses côtés n'étaient pas une illusion. Il avait su. Il avait prévu. Il avait voulu me protéger. Mais cette lettre, aussi précieuse soit-elle, soulevait aussi de nouvelles questions. Pourquoi Camille agissait-elle comme si tout était joué d'avance? Pourquoi Julien semblait-il si peu concerné? Se pouvait-il que le testament officiel, celui que maître Duclos allait lire, ne reflète pas complètement cette lettre? Se pouvait-il que quelque chose ait été modifié, contesté, ou même ignoré? Je repliai la lettre avec soin, la remis dans son enveloppe et la glissai dans mon sac, contre mon cœur. Elle devenait ma boussole, mon arme, mon talisman. Peu importe ce qui allait être dit dans ce bureau de notaire, peu importe les grimaces de Camille ou les silences de Julien, j'avais cette lettre. Et elle prouvait que, pour Gérard, j'étais sa fille, par choix, par amour. À 11h moins 5, nous montâmes tous en voiture. Julien conduisait, Camille à ses côtés, Claire et moi à l'arrière. Le trajet se fit en silence. La ville défilait sous un ciel d'un gris laiteux. J'observais les immeubles, les passants, comme si je quittais une époque pour entrer dans une autre. Je n'étais plus seulement l'enfant recueilli, j'étais la fille de Gérard. Et aujourd'hui, il allait falloir que le monde entier le sache. La lecture du testament n'avait pas encore eu lieu, mais l'agitation dans l'ombre avait déjà commencé. La lettre de Gérard, que je gardais précieusement dans mon sac, me donnait un sentiment de force inattendu. Je n'étais plus cet enfant qui encaissait les humiliations en silence. Je savais maintenant que, quoi qu'il arrive, son amour avait été réel, et cela suffisait pour que je tienne debout. Mais Camille avait perçu le changement, et comme tout prédateur habile, elle flairait la menace. Dès le lendemain de notre passage chez le notaire pour confirmer notre présence au rendez-vous officiel, Camille modifia sa stratégie. Elle cessa les attaques frontales, finit les éclats devant témoins, les humiliations directes. Elle opta pour l'insinuation, la suggestion toxique. Chaque parole devenait un piège, chaque silence une provocation calculée. Le premier indice de ce changement fut une conversation volée dans l'escalier. Je descendais du grenier, un carton à la main, quand je l'entendis parler à Claire dans la bibliothèque. Sa voix était douce, presque rassurante, mais chaque mot suintait l'intention. Elle agit étrangement ces derniers jours, tu ne trouves pas? Toujours fourrée dans les papiers de Gérard, peut-être qu'elle a trouvé quelque chose qu'elle n'aurait pas dû lire. Claire ne répondit pas, mais ce silence suffisait à Camille. Elle savait que ces mots laissaient une empreinte, même sans réponse. Les jours suivants, elle se mit à interroger le personnel de maison, à fouiller les pièces que j'avais fréquentées. Une servante m'avoua qu'elle l'avait surprise à examiner mon bureau, mon armoire, et même à retourner les coussins du canapé dans le salon, comme si elle cherchait un document ou une preuve. Elle approcha aussi Julien. Je les vis ensemble dans le jardin, Camille parlant vite, lui les bras croisés, l'air mal à l'aise. Je ne sus jamais ce qu'elle lui dit ce jour-là, mais après leur conversation, Julien se mit à m'éviter encore davantage. Même nos rares échanges polis se réduisirent à des murmures mécaniques. Camille devint aussi plus présente dans les espaces communs, occupant le terrain,
marquant son territoire. Elle faisait installer ses objets personnels dans le bureau de Gérard, y tenait ses appels, y accueillait ses invités. Elle prétendait vouloir organiser ses papiers, mais tout dans sa posture disait « Ce lieu m'appartient déjà ». Un soir, alors que je revenais tard d'une promenade dans le quartier, je la trouvais dans le bureau, assise dans le fauteuil de Gérard, une coupe de vin à la main. Elle ne sursauta même pas en me voyant. « Tu sais », dit-elle en jouant avec le pied du verre, « certaines personnes ne savent pas quand s'arrêter. Elles s'accrochent à des fantômes, à des illusions. C'est pathétique. » Je ne répondis pas. Elle poursuivit, calmement. « Gérard t'aimait bien. Oui, il avait ce côté sentimental. Mais l'amour ne réécrit pas les droits, ni le sang. » Elle se leva, contourna le bureau et s'arrêta à 1 mètre de moi. « Tu devrais faire attention. Ce genre de combat, ça laisse des traces. Tu risques de tout perdre, même ce que tu crois posséder. » Ses yeux étaient glacés. Ce n'était plus de la haine. C'était une certitude. Une femme qui se croyait invincible. Je rentrai dans ma chambre et sortis la lettre de Gérard de son enveloppe. Je la relus une fois de plus. Chaque mot comme une encre, une arme, un rappel. Je n'étais pas seule. Il était encore là, dans cette écriture droite, dans cette vérité qu'il avait gravée sur le papier. Mais je comprenais aussi que cette lettre devenait une cible. Si Camille découvrait son existence, elle ferait tout pour la discréditer, la faire disparaître. Il me fallait être prudente. Camille ne s'arrêta pas là. Elle commença à distiller des rumeurs dans la maison. Un soir, la femme de ménage me glissa discrètement qu'on avait dit que j'avais trouvé un papier compromettant. Un autre jour, le jardinier, qui m'aimait bien, me demanda s'il était vrai que je préparais un procès contre la famille. Je réalisais, alors que Camille utilisait le plus vieux stratagème du monde, l'isolement par le soupçon. Elle faisait de moi une menace, pas seulement pour elle, mais pour tout le monde. Julien, de plus en plus distant, finit par me confronter. Une confrontation molle, presque honteuse. « Tu n'aurais pas dû fouiller les affaires de papa, Manon. Ce n'est pas correct. »« Ce n'est pas ce que tu disais quand tu me laissais passer des heures dans son bureau, » lui répondis-je. Il baissa les yeux. « Camille dit que tu prépares quelque chose, une contestation, que tu veux te faire passer pour héritière. » Je souris, amère. Je ne me fais passer pour rien. Je suis sa fille. Et lui, il ne me faisait pas passer pour une étrangère. Tu le sais très bien. Il ne répondit pas. Il partit. Camille, elle, continua son théâtre. Sourires en public, piques en privé. Mais je savais qu'elle avait peur. Elle ne le montrait pas. Mais elle le sentait. Quelque chose lui échappait. Elle ne contrôlait plus entièrement le récit. Et cela, pour une femme comme elle, était insupportable. Je n'ai jamais aimé les conflits. Depuis mon enfance, j'avais appris à me taire, à absorber les injustices dans le silence, à sourire même quand l'air me manquait. J'avais grandi dans la conviction que la discrétion était une forme de gratitude. Mais cette fois, il ne s'agissait plus seulement de moi. Il s'agissait de lui, de Gérard, de ce qu'il avait voulu, de ce qu'il avait écrit, de sa voix qu'on essayait d'étouffer en même temps que la mienne. Et je ne pouvais plus laisser faire. Ce fut un matin pluvieux, comme souvent à Lyon en novembre, que je pris la décision. J'avais dormi à peine 2 heures. La lettre relue, 1000 fois dans mes mains. J'enfilai un manteau sobre, attrapai mon sac et sortis sans prévenir personne. Le trajet jusqu'au cabinet de maître Duclos me parut interminable. Chaque pas pesait une tonne. Chaque feu rouge rallongeait l'attente. Mais j'avançais avec une certitude nouvelle. En entrant dans le cabinet, l'odeur de cuir, de bois ciré et de papier ancien m'envahit. La secrétaire me reconnut aussitôt, sans même que j'aie à me présenter. Elle m'invita à patienter dans une petite salle d'attente, sobrement décorée de toiles anonymes et de bibliothèques chargées de dossiers. Quelques minutes plus tard, maître Duclos en personne vint me chercher. Il était un homme d'un certain âge,
le regard clair, les gestes mesurés. Il m'accueillit avec une neutralité professionnelle, mais je sentis qu'il savait déjà qui j'étais et pourquoi j'étais là. Nous nous installâmes dans son bureau. Il sortit un dossier marqué « Succession Moreau » et me fixa avec bienveillance. « Mademoiselle Moreau » dit-il doucement. « Je vous écoute. » Je sortis la lettre de mon sac, la posai sur son bureau, bien à plat. Cette lettre, elle était dans le bureau de mon père. Je crois qu'elle vous était destinée. Il y confirme, sans ambiguïté, son intention de me reconnaître comme sa fille et de me protéger dans son testament. Je veux savoir ce qu'il a vraiment prévu, ce qu'il a vraiment écrit. Il prit la lettre, la lut lentement, attentivement. À mesure que ses yeux parcouraient les lignes, son visage se durcit légèrement. Lorsqu'il reposa le papier, il joignit les mains sur le bureau et me fixa. Je connais cette écriture. C'est bien de lui. Et ce document, bien qu'il ne fasse pas partie du testament notarié officiel, peut avoir un poids moral et juridique selon les circonstances. Ce n'est pas un simple mot d'adieu, dis-je. C'est une volonté, une déclaration. Il parle de moi comme de sa fille. Il affirme que ce qu'il me laisse n'est pas un acte de charité. Il hocha la tête. Il existe dans le testament officiel une clause spécifique qui vous concerne, une disposition personnelle mais contestable. Contestable ? Il soupira. Une clause qui vous reconnaît comme légataire principal d'un bien important. Mais cette clause repose sur un acte d'adoption simple, et non plénière. En droit, cela peut être utilisé pour remettre en question votre statut successoral face à des héritiers de sang, comme Julien. Je comprenais maintenant la manœuvre. Gérard avait voulu me protéger, mais ses moyens avaient peut-être été insuffisants face à l'hostilité prévisible de Camille. Et elle avait flairé cette faille. Est-ce que Camille peut contester ce testament ? Elle l'a déjà fait. J'ai reçu hier une lettre de ses avocats. Ils demandent l'invalidation de certaines clauses, en se basant sur la hiérarchie des héritiers. Elle avance que, n'étant pas une Moreau par le sang, votre héritage serait une faveur, et non un droit. Je sentis la rage monter. Mon cœur battait plus vite. Mais je gardais la tête droite. Et moi, je peux me défendre. Je peux prouver que j'étais sa fille, au-delà de tout lien biologique. Il hocha la tête, lentement. Cette lettre peut jouer un rôle essentiel. Elle prouve l'intention. Et si vous avez des témoignages, des preuves de votre lien affectif et quotidien avec lui, cela peut renforcer votre position. Je me redressai, déterminée. Alors je vais me battre. Pas pour l'argent, mais pour ce qu'il a voulu, pour ce qu'il a dit, pour ce que j'étais pour lui. Il esquissa un sourire, discret. Dans ce cas, mademoiselle Moreau, permettez-moi de vous représenter. En sortant du cabinet, la pluie avait cessé. Le ciel restait couvert, mais une clarté nouvelle filtrait entre les nuages. J'inspirais profondément. Je n'étais plus une spectatrice. J'étais une actrice de mon histoire. Gérard m'avait laissé plus qu'un souvenir. Il m'avait laissé une volonté. Et j'allais la faire respecter. Ce jour-là, pour la première fois, je n'eus plus peur de Camille. Elle pouvait crier, manigancer, accuser. Moi, j'avais la vérité. Et pour la première fois, j'avais une voix pour la défendre. Je n'étais pas naïve. En décidant d'affronter Camille, je savais que les jours à venir ne seraient pas simples. Mais je ne m'attendais pas à ce que le revers arrive aussi vite. 3 jours après ma visite chez Maître Duclos, je reçus un appel de son cabinet. Une convocation urgente. Il voulait me voir immédiatement. Sa voix, habituellement posée, était tendue, précipitée. Je raccrochai en silence, le cœur battant, et quittai la maison sans même prévenir Claire ni Julien. Dans le bureau du notaire, la tension était palpable. Il me fit asseoir sans détour et posa devant moi un document tamponné, encore humide d'encre. Il ajusta ses lunettes et commença à parler d'une voix calme, mais ferme. Camille, Moreau, via son avocat, a déposé une requête en référé auprès du tribunal de grande instance. Elle conteste non seulement la clause en votre faveur, mais également la légitimité même de votre présence dans la succession.
Je restai figée. Il continua. Elle avance que l'adoption simple dont vous avez bénéficié ne vous place pas sur un pied d'égalité avec les héritiers biologiques. Et qu'en l'absence d'adoption plénière, vous n'avez droit qu'à une part limitée, voire nulle, dans l'héritage principal, notamment pour les biens immobiliers. Je sentais la colère monter, brûlante, dans ma poitrine. C'est absurde. Gérard m'a élevée comme sa fille. Il m'a appelée sa fille. Il a voulu que je sois protégée, qu'on respecte ça. Il l'a écrit. Je sais, dit-il calmement, en posant la main sur la lettre manuscrite de Gérard. Mais nous ne sommes pas dans un tribunal du cœur, mademoiselle Moreau. Nous sommes dans un tribunal du droit. Et le droit, parfois, est cruel. Je me levai brusquement, fis quelques pas dans la pièce, puis me retournai vers lui. Alors que fait-on? On laisse Camille piétiner sa volonté? Il me regarda, longuement, avant de répondre. Non, nous allons riposter. Nous allons contester la contestation, si vous me permettez l'expression. Mais cela signifie ouvrir une procédure, une audience. Des mois d'attente, de documents, de témoignages, d'avocats. Je hochai la tête sans hésiter. Faites ce qu'il faut. Il nota quelque chose dans son carnet. Très bien. Dans ce cas, je vais déposer une demande de vérification de la clause testamentaire auprès du juge des tutelles. Nous allons également faire appel à un spécialiste en droit successoral pour appuyer la validité de la lettre comme expression posthume de volonté. Mais il marqua une pause, presque embarrassé. Vous devez vous préparer à l'idée que cela puisse échouer. Le juge pourrait considérer que cette lettre, bien qu'émouvante, n'a pas de valeur légale. Ou que Gérard, en utilisant une formulation affective, n'a pas modifié pour autant les règles de droit. Je sentis mes jambes se dérober. Je me rassis lentement, les mains glacées. Et s'il gagne, si Camille gagne? Il inspira profondément. Alors vous pourriez être évincé de la majeure partie de la succession et perdre la maison. Je sortis la photo que j'avais gardée dans mon sac, celle de moi et Gérard sur la plage. Je la posai devant lui. Je ne laisserai pas ça arriver. Il regarda l'image longuement, puis acquiesça. Dans ce cas, préparez-vous. Camille est déterminée. Elle va user de toutes les failles, de chaque virgule du droit, pour vous faire tomber. Elle va manipuler Julien, utiliser Claire, déformer les souvenirs. Vous devez rassembler tout ce que vous avez. Témoignages, photos, lettres. Et surtout, ne jamais perdre votre calme. Je sortis du cabinet dans un brouillard mental. Les voitures passaient, les gens marchaient, le monde tournait. Et moi, je luttais pour ne pas sombrer. Je savais que Camille frapperait vite. Elle ne laissait jamais une brèche ouverte sans s'y engouffrer. Ce soir-là, à la maison, tout était plus tendu, encore. Julien évitait mon regard. Claire dînait dans sa chambre. Camille, elle, se pavana comme si elle avait déjà gagné. Elle s'adressa à moi devant le miroir du salon, sa voix pleine de cette douceur vénéneuse qu'elle affectionnait. « J'espère que tu n'as pas trop d'illusions. Ce n'est pas ton monde, Manon. Tu n'as pas été faite pour ça. Accepte-le et tu souffriras moins. » Je ne répondis pas. Pas cette fois. Je montai dans ma chambre, refermai la porte à clé et sortis tous les papiers que j'avais. Je les étalai sur le lit. Lettres, photos, attestations scolaires au nom de Moreau. Je savais qu'un procès, même s'il était douloureux, était aussi une chance de vérité. Et j'étais prête à livrer chaque souvenir, chaque preuve, pour que personne ne puisse jamais dire « elle n'était pas des nôtres ». Dans la solitude de ma chambre, les papiers étalés devant moi, je ressentais un étrange mélange de fatigue et de détermination. Chaque document était un fragment de vie, un témoignage silencieux du lien entre Gérard et moi. Mais malgré tout cela, je savais que le système ne serait pas attendri par les souvenirs. Il me fallait quelque chose de plus solide, un élément irréfutable. Et ce soir-là, dans un élan presque désespéré, je me décidai à fouiller là où je n'avais pas jamais osé, le passé lointain de Gérard. J'avais souvent entendu parler, dans des conversations anodines, d'une maison que Gérard possédait avant même d'épouser Claire. Une vieille bâtisse dans le Vercors, une région qu'il affectionnait particulièrement.
Il en parlait avec tendresse, évoquant des séjours d'écriture, des promenades en forêt, des retraites méditatives. Un jour, il m'avait même dit « Un jour, peut-être, je t'y emmènerai. Tu comprendras pourquoi j'aime tant cet endroit. » Mais le jour n'était jamais venu. Ce souvenir revint me frapper comme une évidence. Et si cette maison existait toujours? Et si elle était liée à moi d'une manière que Camille ignorait? Je passais une grande partie de la nuit à fouiller dans les classeurs, les boîtes, les tiroirs de son bureau, cherchant la moindre mention de cette propriété. Vers 3 heures du matin, je tombais sur un dossier jauni, coincé entre 2 livres d'architecture. À l'intérieur, une copie d'un acte notarié, daté de l'année de mon adoption. Mon cœur bondit. Le document stipulait que Gérard avait transféré la propriété d'un terrain et d'une maison à Mademoiselle Manon Moreau, sous un régime de fiducie différé. En clair, la maison ne m'appartenait pas encore officiellement, mais elle avait été désignée pour moi depuis plus de 15 ans. Gérard avait voulu que ce lieu me revienne, loin de toute contestation familiale. Un geste discret, presque secret. Une forme de protection, à l'avance. Je sentis mes mains trembler. Il avait su. Il avait anticipé. Tandis que le testament principal faisait l'objet de toutes les convoitises, il avait laissé cette autre trace, silencieuse mais légale, à l'abri de Camille et de ses griffes. Le lendemain matin, je retournai chez Maître Duclos avec le dossier en main. Il le parcourut, ligne après ligne, avant de lever les yeux vers moi, cette fois visiblement impressionné. Cette propriété est hors succession. Elle ne figure pas dans le testament principal. Et pourtant, elle est enregistrée comme un bien à vous transmettre. Alors, c'est à moi? Techniquement, oui, mais cela dépend de l'activation du transfert. Il faut encore qu'un notaire de la région confirme les documents. Mais c'est une pièce capitale. Cela prouve que Gérard ne se contentait pas de vous aimer. Il vous considérait comme une héritière naturelle. Et il a pris des mesures concrètes pour vous protéger. Ce fut un tournant. Pour la première fois, je tenais quelque chose que Camille ne pouvait pas contester. Elle ne pouvait pas savoir. Elle n'était pas mentionnée dans le dossier. Julien non plus. C'était entre Gérard et moi, une connexion directe, incontestable. Je partis aussitôt pour le Vercors. La route, sinueuse et bordée de sapins, avait un parfum de mémoire. La maison était là, fidèle à la description de Gérard. Une bâtisse en pierre, simple mais solide, avec un porche en bois et des volets bleus délavés par le temps. Le jardin était envahi de feuilles mortes, mais le cœur de la maison semblait battre encore. Une voisine, une dame âgée, m'ouvrit son portail et me salua avec reconnaissance. « Vous devez être Manon. Gérard parlait souvent de vous. Il disait que vous étiez la seule qui comprendrait ce lieu. » Je faillis pleurer. Je visitais chaque pièce, chaque recoin, en silence. Il y avait là ses livres, ses carnets, ses écharpes, oubliés. Tout respirait sa présence. Et dans un tiroir, une enveloppe à mon nom. Une simple feuille, une phrase. « Quand tout te semblera contre toi, souviens-toi de cette maison. Elle est à toi, comme tu as toujours été à moi. » Je rentrais à Lyon le cœur plein. Ce lieu était plus qu'un refuge, il devenait une clé, une preuve que Gérard m'avait confié une partie de son monde, bien avant de partir. À mon retour, Camille m'attendait dans le salon. Elle avait les bras croisés, le regard soupçonneux. « Où étais-tu » Je la regardais droit dans les yeux, sans trembler. « Chez mon père. » Elle haussa les sourcils. « Ton père » Celui qui m'a donné son nom, son amour, et une maison. Elle ne dit rien. Pour la première fois, elle semblait perdre pied. Et je compris, à cet instant, que la victoire ne viendrait pas d'un tribunal, mais de l'érosion lente de ses certitudes. Je n'étais plus invisible. Je n'étais plus faible. J'étais héritière, non pas d'un nom, mais d'un amour qui, lui, ne mentait pas. Le matin de la lecture officielle du testament, la ville semblait s'être figée. Le ciel au-dessus de Lyon était gris, suspendu, comme si l'air lui-même retenait son souffle.
Dans la maison, l'atmosphère était lourde. Les pas résonnaient, plus fort dans les couloirs, les voix, quand elles existaient, se murmuraient à peine. Claire avait enfilé un tailleur noir qu'elle n'avait pas porté depuis l'enterrement. Julien avait sorti une chemise repassée, les traits tirés. Camille, elle, portait un manteau crème, impeccable, son visage figé dans un masque d'assurance, glacé. Nous montâmes tous en voiture, chacun dans son silence. Le cabinet de Maître Duclos était situé dans un immeuble ancien du centre-ville, au 3e étage. Nous fûmes installés dans une grande salle, tapissée de boiseries sombres, un lustre ancien suspendu au plafond. Autour de la table ovale, Maître Duclos disposa plusieurs enveloppes scellées. Il nous demanda de nous asseoir, puis ferma les lourdes portes derrière lui. Le temps était venu. Il s'assit en bout de table, ajusta ses lunettes et prit une longue inspiration. Conformément à la volonté de M. Gérard Moreau, décédé le... Il consulta ses notes, puis reprit, la voix posée. « Nous allons procéder à la lecture intégrale de son testament. Ce document a été enregistré il y a 18 mois. Des annexes ont été ajoutées 8 mois plus tard, à sa demande explicite. Je serrai les mains sur mes genoux, sentant le regard de Camille brûler ma peau. Le notaire commença à lire. Gérard avait rédigé ces mots avec une précision presque littéraire. Il évoquait son amour pour Claire, son respect pour Julien, ses souvenirs d'enfance, ses projets inachevés. Puis le ton changea subtilement. Je désire que mon patrimoine soit distribué selon ce qui me semble juste, en accord avec ma conscience et mon cœur. Ma maison familiale, située au boulevard des Pins, ainsi que 70% de mes avoirs bancaires et portefeuilles, d'investissement, je les lègue à Manon Moreau, parce qu'elle a toujours été ma fille, par choix, par amour. Le silence qui suivit cette phrase était absolu. Pas un souffle, pas un raclement de gorge, juste le choc suspendu entre les murs. Je restais immobile, paralysée. J'avais entendu les mots, mais mon esprit refusait d'y croire tout de suite. Camille, elle, bondit sur ses pieds. Son visage devint cramoisi, ses yeux écarquillés. Qu'est-ce que c'est que cette farce? C'est une plaisanterie? Maître Duclos leva la main, calmement. Madame, je vous demanderai de rester assise. Ce testament est parfaitement légal. Il a été enregistré en ma présence. Toutes les signatures ont été validées, et les annexes incluent une lettre manuscrite de votre mari, que j'ai moi-même authentifiée. Camille tourna son regard furieux vers Julien, comme pour exiger de lui une réaction. Mais Julien restait là, les yeux fixés sur la table, silencieux, inexpressif. Peut-être accablé? « Tu vas dire quelque chose, enfin !» s'écria-t-elle. « Tu ne vas pas la laisser prendre tout ça !» Il leva les yeux. Ce fut à ce moment-là que quelque chose en lui sembla se briser. « Papa l'aimait, » dit-il simplement. « Autant que moi. Peut-être plus. Et tu le savais. » Camille resta bouche bée. Elle recula légèrement sur sa chaise, comme si quelqu'un venait de lui gifler l'âme. Maître Duclos poursuivit. Il lut les autres clauses. Une somme laissée à Claire pour ses besoins personnels, une œuvre d'art à un ami proche, et une fondation que Gérard souhaitait soutenir. Rien d'autre. L'essentiel m'était destiné. Les 70%, la maison, la reconnaissance, le cœur de ce testament, c'était moi. Je ne pus retenir les larmes. Elles coulèrent lentement, silencieusement. Pas de joie, pas de triomphe, une forme de soulagement profond. Gérard m'avait protégée, jusqu'au bout. Il avait mis par écrit ce que le monde s'évertuait à nier, que j'étais sa fille. Pas une remplaçante, pas une pupille, une fille. Lorsque la lecture fut terminée, Maître Duclos nous invita à signer les documents de réception. Camille ne bougea pas. Elle semblait vidée, figée dans sa rage contenue. Julien signa en silence. Claire, sans un mot, posa son paraphe. Lorsque vint mon tour, je pris le stylo. Et dans ce geste simple, je sentis enfin le poids de ce que j'avais traversé. Le rejet, l'humiliation, la solitude. Et malgré tout cela, j'étais restée debout,
Cette signature n'était pas une victoire matérielle, c'était la réparation d'une vérité. En sortant du cabinet, la lumière avait changé. Le ciel s'était dégagé. Un vent frais balayait les rues. Je marchais devant les autres, la tête haute. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais que je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit. J'étais Manon Moreau, fille de Gérard, et rien ni personne ne pourrait plus l'effacer. Le trajet du retour depuis le cabinet du notaire fut un mélange de silence pesant et de tension prête à exploser. Dans la voiture, personne ne parlait. Claire fixait le paysage défilant sans expression. Julien regardait droit devant lui, les mains crispées sur le volant. Camille, assise à mes côtés à l'arrière, bouillonnait. Je sentais son corps tendu, son souffle irrégulier. Elle n'avait pas encore dit un mot depuis la lecture du testament. Mais je savais que ce n'était qu'un calme précaire, la surface lisse d'un volcan qui n'attendait qu'une secousse pour tout réduire en cendres. À peine la voiture arrêtée devant la maison, elle ouvrit violemment la portière et entra en trombe. Je suivis les autres à l'intérieur, le cœur battant. Les pas précipités de Camille résonnaient dans le couloir. Elle balança son sac sur le canapé, puis se retourna vers nous avec une fureur glacée dans les yeux. « Vous croyez vraiment que c'est fini? Que cette comédie va rester sans suite ?» Julien posa calmement les clés sur le meuble de l'entrée. Il ne répondit pas. Claire s'éclipsa sans un mot, fuyant à nouveau toute confrontation. Moi, je restais là, debout, droite, les bras croisés, le regard fixé sur elle. « Tu ne mérites rien de tout ça !» cria-t-elle en s'approchant. « Rien. Tu n'es pas une Moreau. Tu ne l'as jamais été. Tu es une imposture que mon mari a nourrie par culpabilité, par faiblesse. » Je ne bougeais pas. Je l'écoutais vider sa colère, sans faiblir. Elle était ridicule, tragique même, dans son refus d'accepter l'évidence. Mais elle n'était pas seulement blessée, elle était dévastée, parce que tout ce sur quoi elle avait construit son pouvoir, l'appartenance au nom, au sang, au patrimoine, venait de lui être retiré. « Il t'a tout donné !» rugit-elle. « Tout ce que j'ai espéré pendant des années, il l'a offert à une étrangère, une fille venue de nulle part, une erreur. » Julien se tourna lentement vers elle. Il avait le regard fatigué, mais calme, et lorsqu'il parla, sa voix était basse, posée, implacable. « Ce n'était pas une erreur, Camille. C'est toi qui n'as jamais compris ce que c'était qu'une famille. » Elle le fixa, abasourdie. « Comment peux-tu dire ça? Tu es son fils, son vrai fils. » Et pourtant, il a choisi Manon, pas par devoir, par amour, parce qu'elle était là, parce qu'elle l'écoutait, le respectait, parce qu'elle ne cherchait pas à prendre, mais à partager. Camille recula d'un pas. Le choc de cette phrase la fit chanceler. Ses yeux se remplirent de larmes, mais pas des larmes de douleur noble, des larmes d'orgueil blessé. Elle comprenait, enfin, qu'elle avait perdu, pas l'héritage, pas la maison. Elle avait perdu le cœur de Gérard, et cette perte-là était irréparable. « Tu m'as laissé seule, Julien, » murmura-t-elle. « Tu t'es rangé de son côté. D'elle. » Il secoua la tête. « Non, Camille, je me suis rangée du côté de la vérité. » Elle porta les mains à son visage, tremblante. Puis, dans un dernier éclat, elle balaya de la main un vase posé sur la console. Il éclata au sol dans un fracas sec. Claire, à l'étage, referma doucement la porte de sa chambre. Plus aucun de nous ne broncha. Camille tourna sur elle-même, regarda chacun de nous comme pour nous accuser d'un crime que nous n'avions pas commis, puis s'écria « Je ne resterai pas une minute de plus dans cette maison qui ne m'appartient plus. Ah, qui n'a jamais été à moi !» Elle monta précipitamment à l'étage. Des bruits de tiroirs, de valises, de portes claquant se firent entendre. Julien s'assit dans le salon, la tête entre les mains. Je restai debout, figé, écoutant le vacarme de son départ. 30 minutes plus tard, elle redescendit, valise à la main, manteau sur le bras. Elle s'arrêta au seuil de la porte, son regard croisant le mien une dernière fois. « Tu crois avoir gagné? Tu ne sais même pas ce que tu as détruit?
Je ne répondis pas. Elle sortit, claqua la porte derrière elle. Et ce fut fini. Un silence étrange s'installa dans la maison. Pas un silence pesant, comme ceux des semaines précédentes. Un silence de faim. Un silence de libération. Je regardais Julien, toujours assis. Il leva les yeux vers moi, les larmes au bord des paupières. « Je suis désolée, Manon. Pour tout. Pour mon silence. Pour mon absence. » Je m'approchai. Je posai la main sur son épaule. Il ne dit rien d'autre. Il savait, lui aussi, que rien ne pourrait effacer les blessures, mais que certaines vérités répartent plus que le temps. Camille était partie. Et avec elle, s'éloignait. Enfin le spectre du rejet, de la contestation, du mépris. Il ne restait plus que nous, les survivants d'un amour réel, d'une famille recomposée par le cœur. Le départ de Camille ne fut pas un événement aussi brutal que son éclat l'aurait laissé croire. Il fut paradoxalement doux, une disparition progressive. Elle quitta la maison ce soir-là, mais ce fut dans les jours suivants que son absence se fit vraiment sentir. Il n'y avait plus de talons claquants dans le couloir, plus d'ordres secs lancés à la cuisine, plus de remarques acides flottant dans l'air. Le silence qu'elle laissa derrière elle n'était pas vide. Il était apaisant. Une respiration enfin possible. Je passai les jours suivants à réorganiser les espaces. La maison, qui avait longtemps été un champ de tension, retrouvait un semblant de calme. Je remis en place des objets que Gérard aimait, j'ouvris les fenêtres que Camille gardait toujours closes. Je laissai la lumière entrer. Et avec elle, la mémoire des choses simples. Julien, de son côté, semblait engagé dans un processus de réconciliation intérieure. Il descendait plus souvent au petit déjeuner, me proposait de m'accompagner. Pour les courses, posait des questions sur mes souvenirs d'enfance avec son père. Un après-midi, il s'assit à côté de moi dans le jardin, les mains croisées, le regard perdu dans les feuilles. « Tu sais, j'ai toujours su qu'il t'aimait profondément. Je l'ai vu dans ses gestes, dans la façon qu'il avait de te regarder. Je crois que je lui en ai voulu parfois, mais jamais à toi. C'est moi qui étais en colère, pas toi qui étais fautive. » Je le remerciai d'un sourire. Ce n'était pas une confession facile, et il n'avait pas besoin d'en dire plus. Il était en train de reconstruire quelque chose, à son rythme, avec pudeur. Claire, elle, restait plus en retrait. Elle descendait pour les repas, échangeait quelques mots, mais semblait encore prisonnière d'un chagrin ancien. Un chagrin qu'elle portait avec discrétion, comme une écharpe invisible. Je ne lui en voulais pas. Elle n'avait jamais été une femme démonstrative. Mais je sentais dans ses gestes une forme d'acceptation. Une manière douce de dire « Tu es là et c'est bien ainsi ». Je consacrais aussi beaucoup de temps à la maison du Vercors. J'y fis plusieurs allers-retours. J'engageais des artisans locaux pour la remettre en état, repeindre les volets, réparer la toiture. Chaque pièce était restaurée avec soin, mais je veillais à conserver l'âme du lieu. Je ne voulais pas en faire un sanctuaire, mais un espace vivant. Un espace qui raconterait une histoire, celle d'un homme qui avait choisi sa fille, et d'une fille qui, malgré tout, avait choisi d'y croire. Ce fut lors d'un de ces séjours que l'idée me vint. Gérard avait toujours aimé les livres, l'art, les rencontres. Il m'avait souvent parlé de créer un lieu où les gens pourraient se retrouver pour lire, penser, partager. Une maison ouverte à la culture, à la réflexion, à la mémoire. Et si je faisais de cette maison-là, ce lieu, non pas un musée de son absence, mais un témoignage vivant de sa présence dans nos vies. Je revins à Lyon avec un projet clair, transformer la maison du Vercors en un centre culturel. Un lieu sobre, accueillant, ouvert à tous. J'en parlais à Julien, qui sourit sincèrement. Il aurait adoré cette idée. Alors, ce sera mon hommage à lui. Je contactai un architecte, un avocat, des responsables d'associations locales. Le projet prit forme, lentement, patiemment. Pendant que le reste du monde reprenait son cours, moi, je reconstruisais pierre après pierre la trace de cet amour que Gérard m'avait légué.
À la maison de Lyon, je pris une décision que certains trouvèrent étrange. Je n'en changeais rien. Je n'y imposais pas ma marque. Je la laissais telle qu'elle avait été pendant ces années, mais je fis quelque chose de plus subtil. Je nettoyai le passé. J'effaçai les tensions. J'ouvris les pièces. Je rangeai les conflits dans des tiroirs que je choisis de ne plus rouvrir. Et je commençai, doucement, à recevoir des gens. Des amis de Gérard, des voisins, des anciens, collègues. Tous venaient avec des anecdotes, des sourires, parfois des larmes. Ils me parlèrent de lui comme d'un homme bon, passionné, généreux. Et chacun, sans le savoir, m'aidait à le reconstruire dans ma mémoire. À en faire non plus une absence douloureuse, mais une présence discrète, rassurante. Un jour, Julien m'a tendu un petit carnet noir, retrouvé dans une boîte. C'était un journal que Gérard avait tenu durant les 3 premières années après mon arrivée. Il y écrivait ses doutes, ses peurs, mais surtout son amour naissant, pour cette petite fille qu'il appelait déjà « ma lumière ». Je le lus d'un trait, les larmes aux yeux. Et ce carnet devint, pour moi, l'objet le plus précieux de toute la maison. Je n'oubliais pas Camille. Elle n'avait jamais cherché à revenir. Quelques lettres d'avocat avaient tenté de relancer une procédure, mais elles avaient été rejetées. Sa voix, jadis si forte, s'était éteinte dans le tumulte de ses propres échecs. Elle vivait ailleurs maintenant, loin, dans une ville où personne ne prononçait mon nom. Et moi, dans ce silence enfin pacifié, je continuais, non pas à vivre contre elle, mais à vivre pour ce que j'avais toujours cru juste. L'amour, la mémoire, le droit d'exister. L'inauguration du centre culturel eut lieu un samedi après-midi de printemps, 2 ans après la mort de Gérard. Le soleil caressait doucement les murs rénovés de la maison du Vercors. Les volets repeints en bleu clair s'ouvraient sur des pièces pleines de lumière, de livres, de voix et de vie. Des chaises avaient été disposées dans le jardin, un buffet simple dressé sous les arbres. Et partout, des visages. Des gens venus de Lyon, du village voisin, de toute la région. Des amis de Gérard, des lecteurs, des artistes. Et des inconnus aussi, curieux de découvrir ce lieu dont on parlait dans les journaux locaux comme d'un refuge d'humanité. Je me tenais sur le petit perron, habillé sobrement, le carnet noir de Gérard à la main. Lorsque tout le monde fut rassemblé, je pris la parole. Ma voix tremblait légèrement, mais je ne lisais pas un discours. Je racontais une histoire. La nôtre. Je parlais de l'enfant que j'avais été, arrivé avec une valise vide et des silences trop lourds. Je parlais de l'homme qui m'avait tendu la main sans rien demander, sauf peut-être un regard sincère. Je racontais les dimanches après-midi passés à écouter de la musique classique dans ce salon, les pages d'histoire qu'il inventait pour moi, et surtout, le jour où il m'avait dit pour la première fois « Tu es ma fille ». Je ne parlais pas de Camille. Pas de la colère, du rejet, des humiliations. Ce chapitre n'avait plus besoin d'être écrit à voix haute. Ce jour-là, je ne voulais parler que d'amour, de reconnaissance, de mémoire. Lorsque j'eus terminé, le silence se fit. Puis, lentement, les gens applaudirent. Pas un tonnerre. Un murmure chaud. Une approbation pleine de respect. Je descendis les marches, ému, et Julien fut le premier à venir me prendre dans ses bras. Il ne dit rien. Il n'avait pas besoin. Nos silences, à nous, étaient devenus un langage de réconciliation. Le centre portait le nom de Gérard. Maison Moreau, l'art de transmettre. Il abritait une bibliothèque, une salle de lecture, un espace pour des expositions temporaires et une pièce dédiée à son œuvre personnelle, ses carnets, ses lettres, ses passions. Un mur entier était consacré aux enfants adoptés, aux récits de ceux qui, comme moi, avaient trouvé leur place ailleurs que dans les lignées de sang. C'était mon hommage à toutes les enfances silencieuses. Les mois passèrent. Le centre devint un lieu vivant. Des ateliers y furent organisés, des lectures, des concerts. Des écrivains en résidence venaient y chercher l'inspiration. Des enfants y trouvaient un havre. Et moi, j'y vivais en partie. Pas comme une gardienne, mais comme une héritière, qui avait compris que le plus grand héritage n'est pas ce qu'on possède, mais ce qu'on transmet. À Lyon, la maison familiale resta debout, intacte.
Claire, devenue plus fragile, y vivait encore. Julien s'y rendait régulièrement. Moi aussi, parfois. Nous avions trouvé un nouvel équilibre. Pas celui d'une fratrie parfaite, mais celui de deux êtres qui avaient traversé ensemble la tempête et en étaient ressortis un peu cabossés, mais debout. Un jour, alors que je rangeais des livres dans le bureau du centre, une fillette s'approcha. Elle avait une robe rouge et un regard curieux. Elle pointa du doigt une photo accrochée au mur. Gérard et moi, dans le jardin de la maison, lui me tenant dans ses bras, riant à plein poumon. « C'est ton papa ?» Je souris. J'hésitai un instant, puis répondis. « Oui, c'était mon papa. » Elle hocha la tête, satisfaite, puis courut rejoindre sa mère. Et je restai là, à regarder cette image. Pas comme un souvenir figé, mais comme un miroir vivant. Je ne portais pas le sang de Gérard. Je ne portais même pas son nom à la naissance. Mais il m'avait choisi, aimé, élevé, protégé. Et finalement, il m'avait reconnu devant le monde, malgré les obstacles, malgré les voix contraires. J'avais compris, à travers ce parcours, que la vraie famille ne se définit pas par les gènes, mais par les gestes, par les silences habités d'amour, par les regards qu'on se donne quand plus rien ne tient, sauf l'essentiel. Et dans cette maison, dans chaque livre qu'on ouvrait, dans chaque mot que je prononçais, Gérard vivait encore. Pas comme une absence, mais comme une lumière, ma lumière.